Merci beaucoup d'être là. Et est-ce que je peux peut-être avoir une petite réaction sur cette intro un peu futuriste, un peu loufoque sur l'avenir du tourisme? Bon, pour moi, elle est futuriste, mais elle n'est pas si futuriste que ça, parce que finalement, les drones, on les a déjà. L'IA, on peut l'interroger. Donc, effectivement, c'est ça. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien, on ne saura pas ce que ce sera. Je pense que ce sera ça, mais à mon avis, encore plus. C'est-à-dire qu'on voit chaque semaine ou tous les 15 jours les nouveautés qui arrivent sur l'IA et on s'en prend plein la tête. Il y a une accélération incroyable. Et je pense que bien devin serait celui qui arrivera à dire ce qui se passe en 2040. Déjà, celui qui arrivera à dire ce qui se passe l'année prochaine, je suis prêt à lui donner quelques billets. Non, moi, je suis un peu du même avis de ce que tu viens de dire. Après, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu as fait, c'était finalement de mettre la techno vraiment en transparence. Enfin, à chaque fois, je trouvais l'exemple avec les lunettes, le son, se dire, parce que ça va être le nerf de la guerre, c'est comment les gens vont s'approprier ça. Et finalement, moi, je trouvais dans l'exemple assez sympa, et bravo d'avoir réussi à remettre toujours la même dame sur tes générations d'images. Et ce qui est intéressant, c'est toujours ce côté storytelling. C'est-à-dire que dire ce qui va se passer en 2040, comme je l'ai dit, on ne peut pas. Maintenant, j'aime bien quand on raconte une histoire et l'histoire est intéressante. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est raconter des histoires à nos utilisateurs et se mettre dans la peau de nos utilisateurs en se disant qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme histoire. C'est une très belle transition, du coup, pour rentrer vraiment en matière, parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui, après avoir fait un peu un bond futuriste. Comment aujourd'hui l'IA, selon vous, pour les consommateurs, les utilisateurs, peut être utilisée pour vraiment personnaliser et surtout enrichir le contenu qui est extrêmement demandé, en fait, hein, toujours plus de contenu. Comment aujourd'hui l'IA générative peut aider? Oui, j'avoue, j'étais tournée vers... Peut-être juste un petit background. Je ne sais pas que j'aime parler de moi, mais en gros, pendant des années, j'ai été directeur général de CCM Benchmark. Donc, comment ça marche, que j'ai fondé, Journal du Net, l'Internaute, etc. 250 personnes, 20 millions d'euros de résultats l'année dernière. Et je continue à les accompagner, mais à côté de ça, effectivement, je suis maintenant CEO de Around Us. Around Us, donc, c'est pas 500 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est moi. Je suis tout seul pour faire ça. Donc, effectivement, l'IA est mon compagnon de route et je l'utilise jour après jour pour créer ça. Alors du coup, je suis passé à travers à peu près toutes les étapes de l'IA. Alors j'ai commencé avec l'IA en 2022, donc il n'y avait pas de ChatGPT, c'était GPT-3. Et effectivement, je vois la vitesse à laquelle ça va. Je dirais, on l'a entendu ce matin, les cas d'usage, il y en a plusieurs. Il y a le cas d'usage sur la productivité. Pour moi, c'est indéniable. C'est-à-dire que sans ce truc-là, pour moi, c'est un exosquelette. Sans ce truc-là, j'arriverai pas à faire ce que je fais. Déjà, c'est déjà pas mal d'arriver à faire ça. Je l'ai créé, ça a un an, je crois, jour pour jour. Donc voilà. L'avantage, c'est que les réunions, ça va vite. L'inconvénient, c'est quand je participe à une conférence ici, chômage technique pour l'ensemble de la boîte. Mais ça fait plaisir de voir des gens quand même. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, productivité, on en a parlé. Deuxième cas d'usage, tout ce qui est production de contenu. Donc ça, c'est vraiment vers les utilisateurs. Et là, pour le coup, alors que je suis vraiment à fond dedans, c'est-à-dire qu'avant, j'utilisais Google toute la journée. Aujourd'hui, c'est 80% IA, 20% Google, quand vraiment, il faut que je cherche un truc que je ne trouve pas ailleurs. Et la production de contenu, on voit ça s'améliore, mais en réalité, si vous n'avez pas toutes les bases de données en interne pour lui donner à manger et que vous faites des questions ouvertes, vous êtes sûr que vous allez à la catastrophe. C'est-à-dire, si c'est sur la Tour Eiffel, il n'y a pas de souci. La Tour Eiffel, il connaît tout. Mais dès que vous allez sur, je ne sais pas quoi, une chapelle à Paris ou, je ne sais pas quoi, un temple quelque part dans la France, il va inventer obligatoirement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas dire qu'il ne connaît pas. Il va dire, c'est là où est né Chateaubriand. Et vous dites, t'es sûr, c'est là où est né Chateaubriand? Ah non, non, pardon, c'est Jacques Brel qui a habité pendant 3 ans. Et donc c'est horrible. La seule façon d'y arriver, c'est d'avoir en interne toutes les données, lui donner à manger tout ça, et à partir de là, en faire une synthèse. C'est-à-dire que si on part de beaucoup vers moins, il est extraordinairement bon. Je lui donne tout mon code,
Je lui demande un audit de sécurité, il le fait. Donc dans Around Us, il y a 14 millions de points d'intérêt. Donc tout seul, je ne pourrais pas. C'est des données structurées. En réalité, c'est un système d'information géographique et le but, c'est que ça aille vite. Je vous invite à le télécharger parce que c'est vraiment... En plus, je fais ma petite promo. C'est vraiment en l'essayant qu'on voit que c'est rapide. Donc il y a ce cas d'usage. Et utiliser l'IA là-dessus en direct, le problème, c'est que il y a des temps quand même, il y a une latence actuellement, ça va s'améliorer. Mais si un jour ça ne marche pas, en plus votre service ne marche pas. Donc pour moi, j'ai choisi de ne pas l'utiliser en direct dans l'interaction. C'est-à-dire que tout est précalculé, il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'IA, mais l'application, elle répond en 20 millisecondes. Dès qu'on zoome, ça nous affiche tous les trucs qu'il y a autour, et on zoome encore, il y en a d'autres, parce que c'est ça qui fait une expérience réussie. Et aujourd'hui, dans l'IA, l'expérience, il y a les hallucinations, mais il y a le risque que ça ne marche pas et il y a la lenteur qui est quand même pas terrible. Ouais, parce que, juste, je finis avec Jean-François. Ce que je trouve intéressant aussi avec ton application, c'est qu'elle répond aussi à une tendance consommateur qui est, je crois, quand même de découvrir un peu des lieux un peu moins connus. Et toi, c'est le mix que tu fais grâce à l'IA aussi qui t'aide en petit salarié, on va dire, mais très formé avec de la data prioritaire que tu fournis, quoi. Oui, c'est ça. Alors en fait, le truc qui m'a étonné, c'est que finalement, dans le secteur du tourisme, parce que moi je ne suis pas du tout tourisme, je suis touriste depuis 1 an, donc pour le coup, j'arrive avec un œil nouveau là-dedans. Et en fait, en regardant les applications, c'est focalisé sur l'hébergement, le transport et un peu le food, la restauration. Mais finalement, quand on voyage, le truc le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va voir. Et quand je vais quelque part, il n'y a aucune application qui me dit les lieux qu'il y a à voir autour. Donc le choix là, dans l'application, c'est quel que soit le niveau de zoom, que ce soit le quartier, l'arrondissement ou Paris en entier, c'est d'afficher, alors selon votre device, 10, 20, 30 monuments, qui sont les monuments qu'il ne faut absolument pas rater. Et en réalité, la seule application qui fait ça, c'est Google, sauf qu'il faut chercher au milieu des trucs vétérinaires, etc. Donc c'est étonnant, finalement, on est dans un secteur où on voit ça foisonne d'inventivité, de créativité, mais finalement, cette application, vous me direz, ça se trouve, vous en connaissez une qui fait la même chose, je vais être là, ah non, au secours, mon Dieu, quelqu'un le fait. Pour moi, ça n'existe pas encore. Et en fait, j'ai fait l'expérience donc l'année dernière. En allant à Karnak, je me suis dit, tiens, je voudrais que mes enfants voient, ok, les alignements de Karnak, c'est bien, mais je voudrais qu'ils voient un dolmen et un menhir. J'ai cherché dolmen sur Google, et ben, j'avais 12 crêperies, un hôtel, etc. Et après, j'avais quelques dolmens avec des, vous savez, les forêts de pins. On est dans un... Le tourisme, dès que c'est en carte, c'est les forêts de petites bulles rouges. Là. C'est-à-dire qu'il y a ceux où il y en a 3, et il y a ceux où il y en a 300 sur la carte. Il n'y a pas de juste milieu. Donc voilà, donc c'est là où je me suis dit, tiens, j'allais faire ça pour avoir cette expérience. Merci. Nicolas, je t'en prie. Non, mais moi je fais exactement ça pour mon site. Non, voilà, je voulais t'en parler. Non, nous c'est différent. Enfin, moi je travaille pour finalement une institution, la région Grand Est, à travers un site qui s'appelle Explore Grand Est. On référencie, là on a 3000 offres à l'heure actuelle. Et l'IA là-dedans, finalement, alors dès le départ du projet, c'était de mettre, il n'y avait pas d'IA aussi présente il y a 3 ans, c'était déjà de mettre l'utilisateur au cœur de la démarche, le marketing des offres, s'inspirer des OTA qui traînent dans la salle, où le marketing des offres, il est hyper important, dont le contenu, la photo, ainsi de suite. Donc on a travaillé ça, mais on a travaillé ça avec les moyens du bord de l'époque, c'est-à-dire des équipes en interne, des équipes en externe, pour travailler du contenu, récupérer des offres et les faire rédiger. L'arrivée de l'IA, c'est là qu'on s'est dit, il y a peut-être quand même un truc à faire pour un peu optimiser les choses. On s'est d'abord pris les pieds dans le tapis parce qu'on s'est dit, ouais, c'est l'IA, c'est la hype, il faut vraiment, on va en mettre à nos prestataires qui déposent leurs offres parce que vraiment ça va les aider. Et les premières maquettes, je me souviens encore de la réunion, on fait la réunion, les premières maquettes, c'était, il y a le dépôt d'offres, simplifié assez à l'extrême, et à côté un chat GPT à côté. Et dans les équipes, on discute, on dit, bah oui, c'est comme ça, les utilisateurs, donc les prestataires qui ont déjà des fois du mal à se digitaliser, vont discuter avec le chat pour régler leur contenu. Et là, on s'est dit, oula, en fait, on s'est trompé, on a trop vu l'IA, on est revenu en arrière et revenu sur le cœur de notre problématique, l'utilisateur au cœur, et surtout la problématique à laquelle on voulait répondre. La problématique, c'était d'automatiser le contenu. Et le contenu, c'était les équipes elles-mêmes qui le travaillaient. Et c'est là qu'on a travaillé, itéré, comme tu le dis, c'est vrai que c'est pas évident au départ, on s'est dit, ouais, c'est un peu n'importe quoi ce qu'on peut te donner.
mais en travaillant avec les GPT Builders de ChatGPT, en nourrissant le système des 3000 offres qui existaient déjà. C'est des offres extrêmement structurées qui ont été travaillées par les équipes depuis des mois, même maintenant un peu années. En promptant en interne, en testant les choses, et ben on est arrivé à mon pote le rédac, c'est le petit nom qu'on lui a donné en interne, mais qui du coup devient extrêmement pertinent. Il devient pertinent parce que finalement on lui met du contenu, on lui dit c'est quoi, on donne ce qu'on récupère du client et on arrive à avoir une première mouture extrêmement positive. Donc ça nous aide sur le contenu, c'est en test, on fait gaffe aussi par rapport au SEO, l'impact que ça peut avoir, on nous a dit qu'il y en aurait, on nous dit qu'il y en a moins, il n'y en aura peut-être pas, bref, on reste entre deux mais on continue, ça aide les équipes. Et là ce qu'on a sous les yeux, c'est l'autre question, c'était la problématique, une autre problématique. Qu'est-ce qui, sur nos offres, nos pages, nous pose problème? À cette heure-là, on a 3000 offres sur des spas privatifs. Un hébergement qui nous met une offre, il va nous mettre une dizaine de photos. Ça va du hall d'accueil à sa piscine, à son spa, à l'assiette de son restaurant. À un moment donné, il faut qu'on en choisisse une, et on n'est pas Netflix, donc on ne pouvait pas jusqu'à présent faire mieux que de choisir cette photo. Et quand je te dis, voilà nos plus beaux spas privatifs, première photo, l'assiette. J'ai pas les chiffres pour savoir le taux de clic, l'impact, mais on se dit il y a quand même un petit souci. Alors après de se dire mais comment on va taguer tout ça sans l'IA, c'était pas possible. Et avec l'IA, finalement, si on a fait un test, on s'est dit on va commencer avec la reconnaissance visuelle de l'IA de identifier sur nos photos. Alors c'est pas la panacée pour tous, parce qu'entre une piscine et un spa, il est bon, mais quand même, il y a un peu de limite. Mais n'empêche qu'il fait un énorme boulot sur nos 30 000 photos pour déjà les taguer par rapport aux tags que l'on a décidé. Et finalement, pour alors ce qu'on voit là, c'est pas encore ce qui est en ligne, c'est les tests. Alors c'est pas en plus le plus flagrant ce que je vous ai ramené, mais si vous avez sur la partie gauche, vous voyez qu'on a un peu de chaises, on voit un chalet, enfin voilà. La même offre, finalement, on voit le spa à gauche, on voit le spa privatif qui est sur la terrasse. C'est finalement d'aller directement pousser la bonne photo. Et donc d'avoir des pages plus dynamiques. Et je rigolais avec la Netflix, mais comme Netflix qui adapte à notre humble niveau. C'est notre test, on va regarder ce qui va se passer. Pour conclure là-dessus, se dire que pour nous, c'est la faculté l'IA, c'est une révolution pour nous de se dire on a les moyens de se faire ce que les gros pouvaient faire avant. Et ça, c'est énorme pour nous. Parce qu'avant, ça, moi, je ne pouvais pas me le payer. Et là, finalement, on parlait de coûts ce matin, mais ça, c'est pas cher à faire. Et en ça, pour nous, c'est une sorte de révolution pour des acteurs de taille moyenne et institutionnelle. Oui, le but du coup, c'est toujours d'améliorer un peu l'UX, clairement, grâce à la data et se baser sur du coup l'intelligence artificielle. Et comment ça pourrait, alors, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet parce que c'est le sujet après de Jérôme, mais effectivement, toi en tant que côté, comment tu peux intégrer ça très fortement pour des équipes. Enfin, je sais qu'il y a différentes destinations aussi dans la salle. Alors, je ne suis pas un OT, mais c'est pas grave, hein, j'aime bien les OT, donc c'est bon. Non, mais nous, ça a été une approche assez... j'avais dit ça à une personne, je dis finalement, nous, on a pris une approche empirique. Il me dit, mais non, pourquoi tu as pris... C'est pas empirique. Bon, peut-être qu'il a chopé le guide ultime de l'installation d'une IA dans une entreprise, mais moi, je ne le connais pas. Donc, on a une démarche... vous avez le site Explore dont je vous parle tout à l'heure en parallèle. Notre démarche, pour nous, ça a été empirique. C'est-à-dire, c'est de l'acculturation des équipes. Parce que finalement, les équipes, en tout cas chez nous, on n'est pas une boîte du 440 spécialisée dans le digital, il y a de tout type de profils, de discuter, de faire des enquêtes en interne, voir quels étaient leurs besoins, leurs craintes, leur niveau d'acculturation, de partager et finalement d'avancer sur des cas d'usage. Ce que je disais tout à l'heure, finalement, un problème, un cas d'usage, des équipes dédiées. On a identifié des team leaders, ceux qui sont les plus intéressés par le sujet, et ils vont porter un sujet. Alors ça va du guide tuto automatisé, pour certains qui font ça en B2B, au travail que je vous montrais juste avant sur les photos, des fois des problématiques toutes bêtes où on gagne du temps. C'est une offre, elle est à Remiremont. Je suis sûr que tout le monde connaît Remiremont. Même dans les équipes, on connaît. Si, il y en a qui connaissent, super. 2, 3, oh là, en fait, je n'ai pas pris le bon exemple, c'est super connu. Mais à cette heure-là, une offre qui vient là-dessus, il fallait pour le dire qu'elle est sur le secteur, je ne vais pas me lancer, mais sur tel comme, sur telle ville, rattachée à tel office de tourisme, telle destination, qu'elle est dans le milieu rural. Parce que tout ça, ça va être une catégorisation à un moment donné. Là, il fallait le faire à la main. Là, finalement, dans une IA ChatGPT Builder, on met notre base de connaissances. Et pour le collègue, c'est Remiremont, tac, l'ensemble. Et là, le gain de temps, il est énorme et il passe du temps à quelque chose de beaucoup plus
intéressant. Alors maintenant, on a parlé un peu plus des aspects, on va dire, positifs. Je voudrais qu'on adresse un peu aussi quels sont les risques aujourd'hui pour garantir une expérience plus transparente et éthique quand on utilise ces outils. Dans le tourisme, on est beaucoup à mettre en avant l'authenticité. Donc du coup, des outils comme Midjourney, Sora, voilà. Quel est un peu votre point de vue par rapport à tous ces risques ? Je dirais que finalement, le tourisme, c'est peut-être un des secteurs où l'IA, ça s'applique le plus difficilement. Parce qu'on est sur une offre mouvante, on est sur toujours des problématiques de sanitaire, un incident à tel endroit, etc. En réalité, l'IA générative, il ne faut pas oublier que c'est des statistiques. En réalité, il répond par rapport à tout ce qu'on lui a appris. Le truc, c'est qu'en tourisme, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Par exemple, la distance qu'il y a entre deux points d'intérêt, il n'en sait rien, parce que personne n'a jamais écrit le temps qu'il faut pour aller, je sais pas quoi, de la Tour Eiffel jusqu'au Sacré-Cœur en vélo. Il n'en sait rien, il ne peut pas l'inventer. L'autre problème, c'est, comment dire, moi, je lui fais faire des sélections de points d'intérêt. Alors, il me génère cette sélection de points d'intérêt en interne. Alors, c'est via les API. Je lui fais pas faire, c'est pas dans le chat. C'est mes serveurs qui discutent avec ChatGPT et il lui envoie des centaines de milliers de requêtes et il lui fait la réponse. Et donc, il fait des sélections. Et en fait, je me rends compte dans mes sélections, à la fin, je dois en garder 60%. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui n'existent pas, mais vraiment. La cathédrale de, je sais pas quoi, de Saint-Égrève, non, il n'y a pas de cathédrale là-bas. Il va nous dire quelque chose qui est à tel endroit raté. Le gouffre du Berger, c'est pas à Saint-Étienne, c'est plutôt proche de Grenoble. Donc il invente des trucs qui n'existent pas. Il invente des trucs où il dit des trucs qui ont été fermés entre-temps, qui n'existent plus, qui sont détruits. Il va vous dire quelque chose, par exemple, vous allez en Corse, il va vous dire d'aller dans une ville, ok, mais c'est en Sardaigne, donc il faut quand même prendre un bateau pour y aller. Et donc, la nécessité, c'est d'avoir derrière une base de données pour aller contre-valider tout ce qu'il dit. C'est-à-dire, soit effectivement, on crée un data lake, un container dans lequel on lui donne toutes les infos, et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Bon, alors là, sur 14 millions de points d'intérêt, c'est un peu compliqué. Soit on l'interroge, et ensuite, on va aller vérifier que chaque point d'intérêt qu'il donne existe, qu'il est encore ouvert, qu'il est au bon endroit. Si on ne fait pas ça, honnêtement, on va envoyer les gens dans le mur. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai fait, là, récemment, je suis allé à Bali et je suis passé par le Qatar. Parce qu'il faut faire un arrêt, Dubaï ou Qatar. Bon, on a fait Qatar. Heureusement, ils n'étaient pas sous l'eau, donc on a bien choisi. Du coup, on a pris la voiture, on est allé se balader. Si j'avais écouté l'IA, il allait me faire visiter des trucs. C'est au milieu du désert, sauf qu'on ne peut pas y aller en voiture. Il n'y a que des mecs locaux en 4x4 qui y vont. Ça, il ne le sait pas. Or, tout ce qu'on fait, si les gens passent par des agences de voyage, c'est parce qu'on a des mecs sur place qui connaissent le terrain, ils savent ce qu'il faut aller voir, ce qu'il ne faut pas aller voir, ils savent les questions de foule, est-ce qu'il y a des gens à ce moment. Après, on était à Bali. Bali, bah oui, c'était le ramadan, donc il y avait tous les mecs de Java qui étaient là. C'était un enfer, très beau, mais très compliqué. Ces éléments-là, il ne les connaît pas. Donc pour moi, l'IA, elle est très bien sur synthétiser des infos en tant que consultant. On n'en a pas parlé, mais c'est important, sur la créativité. Parce que sur la créativité, il n'y a pas de limite. Il peut vous donner plein d'idées. Il y en a que vous n'allez pas sélectionner, mais il va vous donner des trucs auxquels vous ne pensez pas. Et le dernier, qui est celui sur lequel tout le monde se jette, à savoir créer de la vérité, c'est là-dessus qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire, vous lui demandez... Crée-moi un descriptif pour mon site sur tel lieu. On l'a dit, il va dire il y a une piscine, il n'y en a pas, etc. Donc ce truc-là, je dirais, c'est ce sur quoi tout le monde se jette, mais c'est ce sur quoi il faut faire le plus attention. Et je ne parle même pas d'aller mettre en direct le robot avec les clients, parce que pour moi, là, c'est sûr qu'on va à la catastrophe. Ouais, on peut parler des robots qui vont aux clients, oui, on a le droit. Non, mais c'est vrai, on rigolait avec Clara en préparant ça, mais ça a été évoqué ce matin plusieurs fois, les chatbots. Alors, il n'y a pas de vérité unique, mais c'est vrai que je trouve les chatbots, les agents conversationnels maintenant boostés à l'IA, ça pose beaucoup de questions, enfin, je trouve, et je vais prendre dans le cas des agents de voyage. Je ne parle pas pour, à la limite, la base de connaissances, pour l'assurance et tout. Justement, ça revient au nerf de la guerre, la donnée au cœur. Donc j'ai une donnée très structurée, j'interroge cette donnée, je gagne du temps, tout va bien.
plutôt tout va à peu près bien. Après, la question de l'agent de voyage, là, il faut aligner quand même tout un tas de choses. C'est vrai que nous, on est assez fervent de l'expérience utilisateur. Je disais qu'on s'était pris quand même une fois les pieds dans le tapis, mais on essaye vraiment de penser au client. Et mettre le client seul face à un chat, ça pose plein de questions, parce qu'il y a la rapidité, il y a la pertinence, il y a la donnée qu'on va lui mettre. En fait, je vois sortir des choses dont je ne citerai pas le nom, c'est pas trop l'objet, mais où je comprends pas bien. En fait, il y a l'impression que ça décoche toutes les cases qu'il faudrait quand même cocher au départ. Une donnée de qualité, structurée. Une expérience utilisateur qui reprenne juste les standards actuels. Parce que ce que tu as projeté d'ailleurs à l'instant sur demain, moi, le truc que je me dis, c'est qu'actuellement où on se parle, l'expérience des gens, ça reste la même. On parle à des familles, on parle, en tout cas nous au quotidien, des gens qui, il y a des chiffres qui sortaient encore ce matin, très faibles sur finalement, sortis du monde peut-être de la tech, ou des gens où l'usage, il est très très faible en fait. Et donc quand on se rue à se dire, voilà, vite, je mets un chat, ça va régler tout, il n'y a pas d'image. Enfin, ça, moi, je suis, en tout cas, moi, je suis plutôt fervent d'une utilisation de l'IA en transparence. Elle ne se voit pas, elle est au service d'eux, comme tout à l'heure pour les photos ou ce que tu dis. Et demain, quand on aura beaucoup plus de maturité sur le sujet, de se dire on est capable d'offrir quelque chose proche d'un chat, mais avec cette expérience et tous ces sujets au cœur. Il y a l'adage qui dit mais sans IA, enfin non, c'est sans data, pas d'IA. C'est ce que tu disais là juste avant. C'est un peu le nerf de la guerre aussi dans le tourisme, pour avoir des choses très concrètes et factuelles et pertinentes. Le dernière chose sur la pertinence, vous avez le chiffre, et vu qu'on n'en a pas trouvé d'autres pour le moment, une IA, c'était 64% pertinent. C'est un chiffre qui date de GPT 3.5 en février, sauf qu'il n'y a pas de nouvelle étude. Ça a certainement progressé, mais on voit le gap, et ça rebondit ce que tu disais, Jean-Philippe. Elle invente, quoi. Oui, j'ai un petit truc à rajouter là-dessus. Il se trouve que, vu que j'ai pas assez de trucs à faire, j'accompagne aussi le groupe Figaro sur toutes les questions digitales, et je suis au COMEX du groupe Figaro. Donc le groupe Figaro s'est posé la question de l'IA. Qu'est-ce qu'on fait avec ce machin? Donc il y a une charte qui est sortie qui dit, il y a le côté transparence, effectivement, on n'utilise pas l'IA, si jamais on l'utilise pour des images, etc., on le note, mais au final, la philosophie, elle est plus de dire ce qui fait la différence du Figaro et de tous ces grands médias, c'est le fait qu'il y ait des journalistes qui écrivent, qui font des enquêtes, etc. Si on commence à mettre de l'IA dans le Figaro, si nos articles sont faits par des robots, il n'y a plus d'intérêt d'aller sur le Figaro. Aujourd'hui, quand on a une info, il faut aller... C'est toujours le cas, que ce soit avec l'IA ou même avant avec les réseaux sociaux, il y a une info, on va aller vérifier si un média digne de confiance l'a dite. Donc il y a cette espèce de contrat de confiance. Et je pense que dans le tourisme, il ne faut quand même pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que si les gens font l'effort d'aller dans des agences de voyage pour réserver leur voyage, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire faites en sorte d'avoir des gens qui s'y connaissent, qui répondent et qui vont rassurer l'utilisateur. Le chatbot, moi j'utilise toute la journée, donc je sais, si j'interroge ChatGPT sur du code, et je lui dis, t'es sûr de ce que tu m'as dit? Il m'a dit, ah non, vous avez raison, peut-être qu'il vaudrait mieux faire comme ça. Vous imaginez avec vos clients, t'es sûr que ça vaut le coup d'aller à Dubaï? Ouais, non, vous avez raison, on ne sait jamais, on va peut-être essayer de trouver ailleurs. C'est-à-dire que la réassurance, vous ne l'aurez pas. Donc il faut garder quand même ce qui fait la valeur de ce que vous faites, à savoir des gens qui connaissent ce qu'ils font et qui sont capables d'aller rassurer les utilisateurs. Maintenant, effectivement, il y a une petite partie de tout ce qui est FAQ où effectivement le robot peut arriver à répondre, mais je dirais que le cœur de métier, il faut quand même essayer de le garder le maximum en interne et à la limite, au contraire, de renforcer ça pour faire la différence. Après, c'est mon point de vue. Je lisais hier un article de Sébastien Repetto de My Destination qui abordait aussi ce sujet sur les réseaux sociaux et qui disait qu'on était toujours dans une quête perpétuelle de chiffres et de production et que du coup, par exemple, l'IA générative peut clairement nous aider à rédiger un calendrier éditorial et voilà, il y a juste un humain qui vérifie derrière, mais ça va très vite, voire même faire du community management, c'est-à-dire des réponses automatisées en fonction de la demande. Hein. Clairement, c'est le cas aujourd'hui, hein, ça se passe sur plein de destinations, pas forcément en France, mais plutôt aux États-Unis. Mais Sébastien disait, et c'est vrai que l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans ce truc de performance et l'IA clairement peut nous aider.
Mais le but, c'est pas forcément d'utiliser, je pense, enfin ça c'est mon opinion personnelle, hein, l'outil pour produire toujours plus, mais surtout produire mieux et pouvoir passer plus de temps à lier une relation avec, par exemple, des voyageurs sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se perd. On est plus sur une communauté, on est sur la perf uniquement. Donc voilà, c'était ma petite réflexion philosophique sur ce sujet. Non, mais, enfin, oui, c'est sûr. Non, moi, je rejoins ce que dit Sébastien. Et oui, non, mais l'humain et sur ce que tu disais aussi sur l'authenticité. En fait, dans le milieu du tourisme, ça reste extrêmement important. J'avais une étude aussi qui disait qu'en 2024, dans les tendances, c'était 86% des gens, c'était sur l'authenticité d'une marque qu'ils allaient se. Et c'était problématique sur la question via de l'IA. Donc, ça pose la vraie question. Et c'était sur la génération d'images que tout ça se relevait. Des images, on voit qu'on peut en faire quand même de plus en plus des assez bluffantes en termes de réalisme, ce qui est différent de est-ce que ça ressemble à vraiment ce que ça devrait exister. En tout cas, ça donne quelque chose de très joli où on pourrait se projeter, mais quid de l'authenticité et donc quid de ce que tu dis sur l'humain. Moi, j'ai essayé de le faire parce qu'effectivement, un des défis sur le guide, j'ai 14 millions de points d'intérêt, mais j'en ai plein où j'ai pas de photos. Alors, partout où je peux, je les source. La plupart, c'est du Creative Commons, Wikimedia, et ils ont plein de choses. Mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, tiens, je vais le faire par l'IA. Le truc, c'est que l'IA, vous imaginez déjà sur le texte les hallucinations. Quand vous lui demandez une photo de Nice, alors oui, ça ressemble à Nice, mais c'est quoi ce bras de mer qui va à l'intérieur? C'est quoi cette tour au milieu? C'est juste pas Nice. Donc, sur du tourisme, la photo, pour moi, mid-journée, je vois même pas comment on pourrait l'utiliser, à part pour remplacer une image de stock avec quelqu'un qui sourit sur le côté en tendant quelque chose. Mais pour des destinations, ça me paraît pas du tout adapté. Bon, on l'a vu cette année quand même avec des campagnes de communication qui sont tombées un peu à côté. Surtout en fait en mettant en avant le fait qu'ils avaient utilisé l'IA, parce qu'en fait on a toujours trafiqué nos photos, Photoshop a toujours existé, l'IA ne remplace pas tout, on a toujours nos outils, et c'est juste qu'en jouant la com dessus, clairement c'est tombé à côté, donc voilà, faut faire attention effectivement sur son discours de marque sur ça. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Alors, non, non, on va bientôt clôturer. Je ne sais pas si vous voulez aborder un dernier point avant qu'on ouvre peut-être aux questions. Non, moi je trouve que, c'est pas une conclusion, c'est plus un partage de. Moi je trouve que c'est un sujet lié à génératif. Je disais tout à l'heure, elle est arrivée, ça fait maintenant un petit moment, la démocratisation. Moi je trouve que c'est énorme ce que ça peut nous apporter et ce que ça nous apporte déjà. Moi je suis plutôt quelqu'un d'enthousiaste sur ce sujet, mais toujours avec finalement cette ligne de se dire dans notre milieu, l'utilisateur, le cas d'usage, s'assurer que c'est bien l'IA d'ailleurs qui va répondre à ça. Vous avez tous vu que tous les outils marketing, ils ont tous rajouté une couche IA à leur système. Parfois, c'est très intéressant, parfois, ça tombe complètement à côté. Et surtout, ça vous soulage de 20 € en plus par mois pour avoir la couche IA. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir du recul, mais ne pas oublier le cas d'usage auquel on veut répondre. Et d'acculturer ces équipes, moi je serais intéressé quand même de voir aussi dans des grands groupes, alors juste après je crois qu'il y a d'autres grands groupes, comment ils mènent ça pour des groupes plus grands que nous, on est une quarantaine de collaborateurs, ça reste quand même des petites équipes, et ça m'intéresse pas mal ça. Moi je rajouterais aussi un truc, j'ai entendu quelqu'un qui a dit un truc très juste tout à l'heure en disant l'IA c'est pas le cerveau c'est vous et c'est vous qui pilotez l'IA. Moi, j'ai une autre façon de le dire, c'est de dire l'IA, c'est un exosquelette. Il faut prendre cet outil comme un exosquelette. C'est-à-dire, si vous confiez à vos équipes, elles vont pouvoir faire beaucoup plus vite. Et vu que c'est des experts, si l'IA dit n'importe quoi, ils vont être en mesure de répondre à ça. Le cas d'usage qui n'est pas bon, c'est quand on attend de l'IA d'aller faire quelque chose qu'on ne sait pas faire nous-mêmes et qu'on ne sait pas valider. Donc, si on lui propose d'aller créer du contenu, on court au drame. Donc, il faut toujours être dans un cas. Il ne faut pas attendre que l'IA ne fera rien s'il n'y a pas un prompt. Donc, il faut l'utiliser. Faut lui faire confiance pour aller très loin. Et en allant très loin, par exemple, un médecin, je pense, peut faire des miracles avec l'IA pour aller sur des diagnostics auxquels il n'aurait pas pensé. Maintenant, si vous l'utilisez pour faire un diagnostic sur vous-même, vu que vous n'êtes même pas capable de décrire bien vos symptômes, il va vous trouver un cancer, là, vous n'avez pas envie qu'il en trouve un. Donc, vraiment, mon conseil, c'est prenez l'IA comme un exosquelette et utilisez-le comme ça. Ne pensez pas que l'IA va créer des choses là où vous ne savez pas faire. Tout à fait d'accord avec toi. Beau mot de fin, je pense.
Est-ce que quelqu'un a une question ? Ah, c'est une très bonne question, merci. Alors effectivement, dans le domaine du tourisme, j'ai fini par apprendre que ce qui faisait du business, c'est travel, accommodation et food. Et moi, je ne suis pas ni sur l'un ni sur l'autre. J'ai beaucoup de points d'intérêt, 14 millions, mais ça ne rapporte pas un copec. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça me coûte 1 300 € par mois pour mes 30 microserveurs qui font le job. Mais effectivement, actuellement, ça ne me rapporte rien. Mais au même titre que comment ça marche, pendant quelques années, ne m'a absolument rien rapporté. Le but, c'est qu'effectivement, il y ait plein d'utilisateurs qui viennent dessus. Et quand vous avez beaucoup d'utilisateurs qui cherchent à concevoir leur voyage, au bout d'un moment, ça devient intéressant. Donc demain, alors pour le coup, c'est l'IA qui m'a pas mal aidé, parce que je la challenge. ChatGPT, on a des grosses discussions. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, etc. Et il y avait une question sur l'usage, parce qu'il n'y a pas d'usage récurrent. Le voyage, c'est ponctuel. Et en gros, usage récurrent, c'est plus effectivement les restos, les hôtels, etc. Donc demain, j'injecte 1,5 million de points d'intérêt avec tous les hôtels et les restos. Et il y aura la possibilité d'aller réserver l'hôtel, le resto, etc. Et l'étape suivante, ce sera de trouver le transport. Donc le business model, l'idée, c'est que ça se fasse là-dessus. Et je n'ai pas envie forcément de mettre de la publicité ni de le rendre payant. Mais effectivement, c'est une bonne question. Merci beaucoup. Il est avec toi, ce monsieur ou... Est-ce qu'on a une autre question ? Non, je crois que Jérôme, il m'a dit de toute façon. Hop. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et je vais laisser Jérôme pour la deuxième partie de session.